Bonjour à tous, c'est Maud de La Petite Canaille, bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bilan du Tarot Books Challenge qui était organisé par livromancienne Aurélie et qui a duré 2 mois, donc de avril et mai, les 2 mois de avril et mai. C'est, je dois dire, la première fois que je participe à un challenge avec autant d'assiduité. Donc on va regarder ça tous ensemble. Je vais vous dire ce que j'avais prévu comme lecture et évidemment hein, j'avais préparé une palle qui n'a pas du tout été respectée, mais c'est pas grave. Globalement, voilà, j'ai des petits titres qui sont très sympas. Donc j'ai mon petit carnet ici avec le petit récapitulatif. Donc c'est parti. Alors, pour la reine du fou, on devait choisir un livre qui parlait soit de folie, de rêve, ou alors débuter une nouvelle saga. Moi j'étais partie plutôt sur la nouvelle saga et j'avais commencé à lire Anne de Green Gables, donc le premier tome, que j'ai commencé à lire hein, et que j'ai mis en pause pour zéro raison. Juste parce qu'après je suis allée sur autre chose. En ce moment ça a été ça tout le... Enfin ça fait déjà ouais, quelques semaines, voire quelques mois que je commence des choses, je n'arrive pas à finir, donc je passe à autre chose, je reviens dessus, enfin, c'est mon cerveau. Voilà, globalement c'est mon cerveau, hein, qui fonctionne comme ça depuis quelques mois, donc concrètement c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc j'avais prévu Anne de Green Gables, et finalement, je suis partie sur complètement autre chose. En cours de route, j'ai lu le premier tome de la saga des enquêtes d'Anna Swenson, donc Meurtre et pépites de chocolat, qui est un cozy mystery, et que j'avais aussi glissé dans le Flowers Books Challenge, donc voilà, j'en ai profité. Donc c'est une saga où on suit une pâtissière qui va essayer de résoudre un meurtre, et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit cozy mystery. Et voilà, je n'ai pas découvert du tout qui était le meurtrier, donc j'estime que c'est un bon cozy mystery. Voilà. Alors, ensuite, nous avions l'arcane du magicien. Et donc là, il fallait partir donc sur de la magie, de la fantaisie, etc. Et pour cette catégorie-là, j'ai choisi de faire une relecture. Donc là, c'était le premier tome de La Passe-Miroir. Voilà, donc qui est un univers plutôt... Alors, je sais jamais si c'est fantasy ou fantastique, mais voilà, c'est un univers où il y a des pouvoirs, etc. Donc, j'estime que ça fait partie un peu du côté magique. J'aime toujours autant cette saga, et c'est vrai que la première fois que je l'avais lu, je l'avais lu vraiment, déjà sans être du tout influencée par les réseaux, puisque je l'avais vraiment pris par hasard dans la bibliothèque, ou dans la librairie où je me baladais. Alors je crois que c'était à Strasbourg hein, que je l'ai prise, ouais, à la librairie Kléber, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment incroyable cette librairie. Et voilà, j'avais vu le tome 1 en poche en plus, donc c'est pas... Enfin, je veux dire, il avait pas été particulièrement en avant, mais voilà, il m'avait un peu tapé dans l'œil. Et j'avais enchaîné les 4 tomes de cette saga, j'ai adoré, vraiment. Et en relisant aujourd'hui avec un petit peu plus de recul, etc., sur l'univers, bah, le tome 1, c'est vraiment une pépite pour moi. Vraiment, le tome 1 est incroyable, il se passe énormément de choses, on rencontre plein de personnages, etc. Bon, petit spoiler, j'ai lu aussi le tome 2, enfin j'ai relu le tome 2, donc d'ailleurs je les ai fait en version audio cette fois-ci. Et le tome 2 est, à mon sens, un tout petit peu moins bon, plus parce que c'est... alors, pour 2 choses. À la fois parce que j'étais beaucoup moins concentrée, donc probablement que je suis passée à côté de certaines choses qui auraient pu me faire vraiment beaucoup apprécier cette lecture, et je trouve que le tome 2 est un peu plus lent. Donc évidemment, comme je connais un peu la fin, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'informations dans le tome 1, et si peu dans le tome 2. Je pensais que c'était un peu plus réparti que ça, mais bon, bref. Globalement, le tome 1, incroyable, et... Bon, je peux comprendre hein, que ça plaise pas... Non, en fait, j'avoue que je comprends pas, mais... je comprends pas pourquoi il y a des gens qui n'ont pas accroché à cette saga. C'est-à-dire que vraiment...
bien sûr que je comprends, ça peut pas plaire à tout le monde, mais je veux dire, c'est une saga qui, pour moi, elle est toute douce, bon, alors qu'il se passe des choses un peu dures parfois, mais ça reste du jeunesse, quoi, donc c'est tout doux, c'est tout mignon. Moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Alors, ensuite, nous avions l'arcane de la grande prêtresse, et là, on était plutôt autour du mystère, voire de la spiritualité. J'avais prévu de lire le tome 2 de Leur sang coule dans tes veines, l'histoire qui parle un petit peu des mythes nordiques, etc., donc de mythologie nordique, et donc il y avait vraiment ce côté spirituel où on faisait appel justement aux dieux, aux fantômes, etc. Enfin, il y avait vraiment toute cette dimension-là qui me plaisait beaucoup, donc j'aimerais beaucoup lire le tome 2. C'est vrai que je l'avais pas en ma possession quand je l'ai mis dans cette page, dans l'idée que je le commanderais, pour X raisons, je ne l'ai toujours pas acheté. Donc pour l'instant, voilà, je n'ai pas pu le lire. En revanche, j'ai lu en audio, là aussi, Ici, et seulement ici, de Christelle Labos, encore, hein, comme quoi. Bon, là c'est un petit peu plus mitigé, on va dire, c'est-à-dire que cette lecture, j'y suis allée parce que Christelle Labos, et parce que La Passe Miroir. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Ici et seulement ici, on parle de harcèlement scolaire. Globalement, tout le livre, ça tourne autour de ça, et on suit plusieurs personnages. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on ne suit pas que des personnages qui sont harcelés. On ne suit pas que des personnages qui sont terrorisés de ce harcèlement. Alors c'est un petit peu dur à dire comme ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est bien traité, dans le sens où ça parle vraiment de plusieurs aspects du harcèlement. Maintenant, j'ai pas accroché déjà parce que y avait beaucoup de personnages, et c'est vrai que j'ai eu du mal à capter qui était qui, et ça partait, je trouve, un petit peu dans tous les sens. Et puis il y avait une histoire justement un petit peu mystérieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec certains persos, qu'est-ce qui s'est passé avec... Il y a des choses où on a des questions et on n'a pas les réponses à la fin. Et je déteste quand on n'a pas les réponses à la fin, vraiment c'est un truc... moi on me laisse pas avec une fin ouverte, c'est pas possible. Et là, soit j'ai rien compris au livre, ce qui est possible, soit je suis passée à côté, je suis peut-être pas la cible non plus, hein, je vais avoir bientôt 30 ans, je m'approche tout doucement de la trentaine, donc peut-être que ça parlerait plus à des personnes qui sortent de lycée, ou enfin qui sortent de l'école, ou qui sont encore peut-être un petit peu plus jeunesse. Bref. C'était pas une lecture incroyable pour moi. Après, je pense que c'est un bon livre et qui traite bien le sujet, notamment du harcèlement scolaire. Je pense qu'il manque certaines choses, notamment pour l'aspect mystérieux. Voilà, il y avait un espèce de truc un peu fantastique, un peu louche, et on n'a pas de réponse. Et ça me pose problème. Mais bon, après, voilà, je pense qu'il a pu plaire à... Je l'ai fait en lecture commune avec les pépites de Gladys, donc... en échangeant avec certaines personnes, c'est vrai que je suis passée en effet à côté de beaucoup de choses de ce roman. Il y a plein d'infos que j'ai pas comprises, quoi. Je suis passée à côté, vraiment, je suis passée à côté. Je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Moi, ça l'a pas fait. Tant pis. Ensuite, nous avions l'arcane du hiérophante. Un mot que je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il signifie. Je dois reconnaître que j'ai pas été chercher non plus, hein. Mais bref, c'était une catégorie qui nous demandait de trouver un roman qui parlait de tradition, de retour aux sources, et j'avais choisi de lire le tome 3 des McCoy. Exactement comme pour Anne de Green Gables, je l'ai commencé, je suis toujours dedans, mais je ne l'ai pas fini. Les 2 premiers tomes, je les avais lus d'une traite, et j'avais adoré, mais vraiment surkiffé vraiment, c'était un truc de fou. Le tome 3, du coup, il y a moins ce côté reviens-y des 2 premiers tomes. Les 2 premiers tomes, je les ai pas lâchés, quoi. Tant que je les avais pas finis, je les ai pas lâchés. Le 3e tome, voilà, je suis à 1/3 du roman, donc comme quoi j'ai vraiment pas beaucoup avancé, hein, en 2 mois. 1/3 du roman, et voilà, si je fais des pauses, j'ai pas le truc qui me dit « reviens, reviens ». Voilà, mais bon, bref. Donc celui-là, je ne l'ai pas fini. En revanche, j'ai décidé, sur un coup de tête, hein, d'écouter encore un livre audio. Donc j'ai choisi de lire le premier tome de Witch and God. On va suivre
Bon, il a tourné partout, donc normalement, vous connaissez hein, Witch and God. 3 sœurs qui sont plutôt sorcières et qui vont avoir des romances avec des dieux, etc. Donc le premier tome, on suit Ella, qui est censée être la sorcière sans pouvoir. J'estime que ça rentre dans la partie héritage, puisqu'il y a vraiment ce côté, et même tradition, hein, il y a le côté un peu mariage forcé dès le départ, donc... Enfin, mariage forcé. Mariage de convention, nous dirons. Mais vraiment, par contre, mais incroyable, ce tome c'est un vrai coup de cœur, c'est une pépite. Le premier tome de Witch and God, incroyablissime. Vraiment, j'ai adoré. On parlera du deuxième tome parce que je l'ai aussi intégré dans ce challenge, que j'ai lu aussi, mais le mois d'après. Alors, ensuite, dans la catégorie des amoureux, il fallait choisir une romance. Globalement, il y avait d'autres idées, hein, l'amitié, une forte amitié, etc. Bref, moi j'ai choisi la romance, et j'ai choisi de lire Girl Serpent Thorn, qui est un one-shot de fantasy, et qui a mis longtemps hein, à être lu, puisque je l'ai commencé en septembre de l'année dernière. Je n'arrivais pas à rentrer dedans, vraiment, je lisais, c'est vraiment 3 pages par 3 pages, et je m'endormais dessus. Et encore une fois, c'est pas à cause du livre, hein, c'est juste que mon cerveau ne fonctionne plus. Donc, dès que j'ouvre un livre, c'est pas compliqué, hein, moi j'ai pas besoin de grand chose pour m'endormir le soir, hein. J'ouvre un livre, je lis 4 phrases, et globalement je dors. Voilà, ça se résume à ça. Donc c'était très fastidieux, et je l'avais mis longtemps en pause, et je m'étais dit, vas-y, j'ai envie vraiment de le finir, j'ai envie déjà d'avancer dedans, j'ai envie de le finir, et donc là on suit une jeune fille qui a été maudite quand elle était bébé, et donc qui ne peut pas toucher du vivant, que ce soit des personnes ou des animaux, parce que sinon elle les tue, voilà, tout simplement. Donc elle est confinée, donc elle fait partie de la royauté, hein, de la famille royale, c'est la sœur du... Bon, ça s'appelle pas un roi, ça s'appelle un chat, ou un... je sais pas quoi, bref. J'ai beaucoup aimé, donc il y a une romance à l'intérieur, j'ai beaucoup aimé, alors j'ai des petites choses à dire parce que, bon, c'est un one-shot, donc ça c'est super, parce que du coup on a le début, la fin dans un seul roman, et c'est toujours très cool, je trouve. J'aime bien les sagas, mais c'est vrai que bah, dans les sagas, souvent ils tirent en longueur un peu, hein, on va pas se mentir. La première chose qui m'a, je pense, un peu perdue, c'est que bah, c'est un one-shot, mais c'est un one-shot avec un univers quand même assez... dense, mais du coup pas suffisamment développé pour bien comprendre. Et en fait, je m'en suis rendu compte à la fin, il y a un glossaire à la fin du bouquin. Mais moi, je ne regarde pas la fin du livre avant le début, hein, donc je m'en suis rendu compte, et peut-être que si je l'avais lu au début, j'aurais mieux compris, mais c'est vrai que comme il y a pas mal de termes qui sont issus du perse, etc., d'ailleurs, on a les explications à la fin de pourquoi elle a choisi tel terme pour ça, tel terme pour ça. C'est sûr que si j'avais lu ça au début, ça aurait peut-être été plus simple à comprendre, parce qu'il y a des histoires de dives, de chats, de chamards, etc. Bref, ça vient du perse, et bon, je suis pas familière de la langue, hein, donc c'était un peu compliqué de suivre qui est qui, et qui est quoi, surtout. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc... certes, un petit peu de difficulté à rentrer dedans, de par le vocabulaire de l'univers, mais sinon, globalement, c'était vraiment très très bien. Bon, ça m'a fait un petit peu sourire à un moment donné, puisqu'il y a un... Je vais rien dire parce que sinon ça va spoiler, mais il y a un switch à un moment donné, et ça m'a fait un peu sourire dans l'histoire de la romance globale du roman, mais voilà, je me suis dit, bon, est-ce que... En même temps, c'était assez réaliste, finalement. Je me dis, finalement, c'est plutôt réaliste dans la manière de vivre une romance, donc pourquoi pas, c'était pas mal, c'était vraiment sympa. Alors, ensuite, nous avons la catégorie du chariot, qui parle de la guerre, etc., des plans et tout. Et j'avais mis, au tout début, que j'allais lire le tome 3 de Blackwater. Ensuite, je me suis dit, ok, je vais jamais lire le tome 3 parce que j'ai d'autres choses en tête, et j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais mettre. Et finalement, bah, le 30 mai, hein, donc vraiment à la toute fin, j'ai lu le tome 3 de Blackwater. Je l'ai lu en audio, c'est vrai qu'en audio, finalement, ils sont pas très très longs.
Donc bah, voilà, je les trouve très sympas en audio, les Blackwater, donc je les ai pris... Bah, j'ai pris les 6 en audio. J'aime beaucoup cette saga, vraiment. Le tome 3 est... En fait, le truc qui se passe dans ces romans, c'est que c'est assez tranquille dans l'histoire, dans les péripéties et tout, ça avance tranquillement tout le long du livre, et à la fin, il y a des dingueries. Mais vraiment... c'est vraiment le truc, juste le switch à la fin où tu te dis « Ok, je peux pas m'arrêter là !» Donc forcément j'ai enchaîné après avec le tome 4, mais peu importe. Donc là c'est un univers un peu mystérieux, ça plaira pas à tout le monde parce que clairement c'est lent, c'est très très lent. On suit, c'est à la fois très lent et à la fois très rapide parce qu'il y a vraiment des bonds dans le temps. Mais il se passe pas grand chose, hein. On suit une famille, c'est une saga familiale où vraiment on suit une famille au cours des années qui passent. Il y a quelques éléments un petit peu mystérieux autour d'une femme qui est arrivée dans la ville de Perdido. Et voilà, donc pareil, je vais pas résumer le tome 3 parce que vraiment il s'est passé des dingueries avant, donc ça spoilerait beaucoup. Mais j'ai vraiment adoré continuer la saga, donc j'avais lu les 2 premiers tomes en janvier et février. Donc mars, je n'en ai pas lu, j'en ai lu un en mai, et... Bah j'en ai lu 2 en mai en fait. Du coup j'ai lu 3 et 4, et donc il me reste le 5 et 6. J'avoue que... Voilà, au fur et à mesure que ça avance, j'ai un peu peur d'avancer, parce que comme ils font vraiment des gros bonds dans le temps, je me dis mais... Il manque des morceaux, quoi, il manque des passages, là j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, et ça c'est peut-être le petit truc un peu frustrant, mais sinon j'aime toujours autant. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la fin de cette histoire, pour comprendre tous les aboutissants autour de cette jeune femme un peu mystérieuse, Elinor, qui est arrivée au tout début de la saga. Alors nous avions aussi l'arcane de la roue de la fortune, qui là devait parler soit du destin, soit un livre qui pouvait être choisi aussi par un tiers. Moi ça allie un peu les deux, dans le sens où j'ai lu La vie invisible d'Ady Larue. La vie invisible d'Ady Larue, qui est une bonne pavasse, hein. C'est un sacré roman voilà, qui fait... je me souviens plus, mais je crois qu'on doit pas être loin des 1000 pages, hein. Et je l'ai lu, donc on va dire que c'était un peu choisi par un tiers, parce que je l'ai lu en lecture commune avec Kimi Collection. Et j'avoue que je suis bien contente de l'avoir lu en lecture commune. Je sais pas si j'aurais réussi, vu mon état de concentration actuel, à le finir, si ça n'avait pas été dans le cadre de cette lecture commune, parce que, bah voilà, comme on a un peu des deadlines de chapitres, etc., et que bah, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger avec les personnes qui lisent en même temps, donc il faut aussi avoir lu un peu en même temps. Du coup, c'était hyper cool de pouvoir échanger des théories, etc. autour d'Ady, donc qui finalement a fait un pacte avec le diable, et voilà, on suit son destin suite à ce pacte. Je le mets en 5 étoiles, mais pas en coup de cœur. Il y avait peut-être un petit peu trop de romance pour moi. C'était peut-être un petit peu trop linéaire, et donc attendu. Et c'est vrai que quand moi, j'arrive à prévoir un peu la suite... Ça sent pas bon, parce que moi je suis nulle en prévision et je suis nulle en anticipation, donc si j'arrive à voir le truc venir, c'est qu'en général c'est un petit peu trop gros, et il y a, sur la partie romance j'entends, il y a eu un petit peu trop ça, et du coup c'était un petit peu dommage. Mais sinon c'était vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je continuerai de lire du contemplatif, parce qu'en fait j'aime beaucoup ça, tout simplement. Donc la prochaine arcane, c'était l'arcane de la mort, et là, bon, il y a eu pas mal de petits changements en cours de route. Donc bah, pour la mort, on pouvait parler de choses qui parlaient de la mort, tout simplement, ou de seconde chance, etc., de transformation et tout. Au tout début, j'avais prévu de lire le 3e tome de Inheritance Game. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée, hein. J'ai lu les 2 premiers tomes au moment de leur sortie chacun. Moi j'ai bien aimé, c'est sûr que c'est pas le coup de cœur intersidéral. Voilà, j'ai pas de problème avec les triangles amoureux. Le seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est qu'en effet, le côté énigme de cette saga est un petit peu tiré par les cheveux parfois. Et en fait, le problème, c'est que en tant que lecteur, on ne peut pas s'immerger dans ces énigmes parce qu'elles ont été designées pour des personnes qui ont été entraînées à résoudre ce genre d'énigmes. Je sais pas si ça fait du sens ce que je raconte là, mais en gros...
on a l'énigme qui est posée, on a tout de suite la résolution par le personnage qui est censé la résoudre, globalement, ça se passe comme ça. Et il peut le faire parce que il a été entraîné, entre guillemets, depuis tout petit par son grand-père à résoudre ce genre d'énigme pour le jour où justement il aurait besoin de résoudre ce genre d'énigme. Voilà, je sais pas si vous suivez, mais voilà, bref. Donc c'est le seul petit truc que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, nous les énigmes en tant que lecteur, on passe un peu à côté, mais bon, c'est comme ça, tant pis. Bon, il se trouve que, exactement comme le deuxième tome de Leur sang coule en tes veines, le troisième tome de Inheritance Game, je ne l'avais pas encore acheté, et je ne l'ai toujours pas acheté, puisque je ne pouvais pas lire Inheritance Game 3, j'ai décidé de lire le programme Lazare, que j'ai commandé cette fois-ci, et que j'ai reçu donc, et que j'ai commencé, et que je n'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini parce que... Bon, déjà, je l'ai commencé un peu tard dans le challenge par rapport à ma livraison, hein. J'ai été livrée, je crois, le 16 ou 17 mai, donc forcément, bon, il restait du temps en vrai, mais... C'est un livre qui parle de mort d'enfants, de mort violente d'enfants, donc ça pourra vraiment pas plaire à tout le monde, ça pourra... Je pense que là, je suis pas sûre qu'ils aient noté des trigger warnings, je regarde là parce que je l'ai à côté, hein. C'est celui que je lis en ce moment, voilà. Donc le programme Lazare, donc c'est dans... Donc j'en ai déjà parlé hein, dans ma palle du Flower Books Challenge, parce que je l'ai mis aussi, hein. Voilà, bon, il n'y a pas de trigger warning à proprement parler, mais la première phrase d'accroche du résumé, c'est « Les assassinats d'enfants sont déclarés fléau national ». Voilà. C'est une lecture qui est déconcertante, déroutante, au-delà de la thématique qui est dure à aborder. Donc là, on parle d'assassinat d'enfants, et en gros, on vit dans un monde un peu dystopique finalement, où on essaye de couper le deuil des personnes qui vivent voilà, ce genre de drame, qui est le meurtre par exemple de leur enfant. Et pour ça, ils ont mis en place le programme Lazare, qui va permettre aux enfants assassinés de continuer de vivre par procuration vis-à-vis de leur meurtrier. En fait, c'est leur meurtrier qui doit faire vivre... Voilà, le meurtrier d'enfants, l'assassin, en fait, doit, une fois qu'il est condamné, plutôt que d'aller en prison et de juste purger une peine, il doit faire vivre l'enfant et s'oublier lui complètement. Donc on passe sur un espèce de transfert où on efface la vie du meurtrier pour faire vivre l'enfant. Et du coup, la famille, notamment en général, ce sont les parents qui choisissent d'adhérer à ce programme. La famille, comme ça, n'a pas à vivre ce deuil. Et donc on suit ça. J'en suis à un bon tiers, un bon tiers du roman, et je dois dire que je mets du temps à le lire, parce que c'est une écriture particulière. J'ai pas d'autres mots, elle est particulière. C'est-à-dire que vraiment, il y a... ça ne conviendra clairement pas à tout le monde. C'est pas fluide comme lecture. Limite, il me faut un dictionnaire à côté, et je pense pas ne pas avoir beaucoup de vocabulaire. Donc, c'est vrai que quand tous les 3 mots, il y a des trucs, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça vient? Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette phrase, dans ce contexte, je comprends pas le sens, etc. Donc, il y a pas mal de phrases et de passages qui sont assez déroutants. Il y a des chapitres entiers qui, sous couvert d'être écrits de la main d'un meurtrier, etc. Enfin bref, c'est censé être les notes personnelles d'une des personnes qu'on suit. Elles sont écrites vraiment de manière donc manuscrite. Alors c'est une police manuscrite, mais c'est surtout que le mec, il n'utilise pas la ponctuation, les majuscules, tout ça c'est en option. C'est-à-dire que même à l'écrit, je veux dire, moi quand j'écris quelque chose, quand j'écris un texte sur un cahier ou peu importe, j'utilise de la ponctuation. À quel moment le mec il n'utilise pas une seule virgule, pas un seul point. Donc on peut avoir 2 à 3 pages d'affilée où il n'y a pas du tout de ponctuation. Et on est censé, parce qu'on est censé être dans l'esprit de cette personne, je comprends bien l'idée, mais c'est pas facile à lire quoi. C'est pas facile à lire du tout. C'est assez lourd. Donc l'écriture est très particulière, il y a du vocabulaire assez alambiqué, des tournures de phrases aussi, enfin c'est...
J'arrive pas à savoir si j'aime cette écriture ou si je déteste. C'est incroyable à, à déchiffrer, c'est hyper difficile. En même temps, j'aime bien parce que j'apprends du vocabulaire hein, tous les jours, donc ça c'est cool. Voilà, je sais pas trop quoi dire pour l'instant. J'aime beaucoup l'histoire, j'ai beaucoup de mal à la lire, mais vraiment d'un point de vue stylistique. Et j'ai même fait une recherche pour savoir si... Est-ce que juste l'auteur ne sait pas écrire, ou est-ce que vraiment il a fait un... Est-ce que c'est un style particulier d'écriture auquel j'ai vraiment du mal à... que j'ai du mal à saisir, ce qui est possible, hein, je dis pas le contraire, ou est-ce que juste il sait pas écrire? J'ai fait cette recherche pour avoir d'autres avis, et on est plusieurs quand même à trouver que des fois c'est un peu lourd, hein, les formulations etc. elles sont un peu lourdes, c'est difficile à comprendre en fait. Donc on est bien dedans, l'histoire est incroyable, par contre vraiment les choix, de toute façon je peux le dire, c'est pas du spoil, hein, ça arrive dans les 30 premières pages, on sait qu'en fait, un des narrateurs qu'on va suivre, c'est un des meurtriers qui fait partie de la fondation de ce programme. Donc tout de suite on est mis dans le bain, quoi. On est mis dans le bain de suivre un meurtrier et qui nous explicite ce qui s'est passé. Pour lui, pour les enfants qu'il a tués. Quand au bout de 30 pages on est déjà là-dessus, ça met en garde. Hein. Donc c'est déroutant, vraiment c'est le mot, hein. C'est déroutant, mais je vais le finir, hein. Je vais le finir parce que j'aime beaucoup. Je suis obligée de faire des pauses régulièrement, juste pour digérer en fait l'écriture. C'est le seul truc, c'est voilà, c'est l'écriture. Et donc ça nous dit pas ce que j'ai validé pour la mort, hein, parce que du coup... Du coup, je l'ai pas validé celle-ci, mais j'ai lu aussi le deuxième tome de Witch and God. Donc je l'ai calé là, parce que... j'ai pas envie de spoiler, mais du coup, je l'ai mis là après lecture, hein, très honnêtement. Bah, on parle de mort, de seconde chance, de transformation, etc. Voilà, je vais rien dire de plus. On suit la sorcière Circé et sa romance avec le dieu Hermès. Et j'ai beaucoup aimé, mais pas autant qu'elle l'a promise. Vraiment, le premier tome est incroyable. En ce moment, j'écoute aussi le troisième tome, et pour l'instant, le premier est vraiment très très bon. Et je pense que le premier est le meilleur pour moi, actuellement, parce que je n'ai pas avancé très, très loin dans le troisième tome, mais je pense que le premier tome est le meilleur parce que il est plus simple. Il suit une trame beaucoup plus... basique. C'est sûr que je trouve que Circé et maintenant Meroë, qui est le troisième tome, sur ces deux tomes-là, on a des histoires qui sont beaucoup plus travaillées et, encore une fois, cerveau défaillant, du coup, difficile d'autant accrocher. Voilà, en ce moment, il me faut des lectures qui soient faciles à lire, quoi, qui soient vraiment tac tac, limite du cliché littéraire, quoi, vraiment... quelque chose de simple où je me prends pas la tête pendant 1000 ans pour comprendre. Mais donc voilà, donc j'ai lu celui-là, je l'ai mis dans cette catégorie-là, et c'était très bien, mais je préfère le premier tome. Donc je vais mettre les deux dernières arcanes dans le même, qui sont le diable et le monde, puisque j'ai lu le deuxième et troisième tome, j'ai relu le deuxième et troisième tome de Hunger Games. J'avais relu aussi le premier évidemment, mais là pour ici, donc j'ai mis le deuxième dans le diable, puisqu'on parle de vengeance, hein, clairement le deuxième tome, je pense que ça n'est pas du spoil aujourd'hui, autant d'années après, si je dis que le deuxième tome, ils essayent de se venger de Katniss, hein, qui a un petit peu défié le Capitole. Bref. Et troisième tome, bah, c'était pour le monde, donc terminer une saga, même si je sais qu'il y a le préquel, que j'ai adoré d'ailleurs. Donc là j'ai relu donc, ces deux derniers tomes, et pareil, franchement, mais cette saga, bah, ça me confirme que même autant d'années après l'avoir lu une première fois, autant d'années après, c'est une saga incroyable, c'est une dystopie qui est incroyable, qui est travaillée de fou. Honnêtement, je peux dire que c'est vraiment ma saga préférée, les films, je les ai vus 1 milliard de fois. En plus, vraiment, la version audio de Hunger Games est incroyable. Elle est lue par l'actrice qui fait le doublage de Katniss, donc dans les films français. Ce qui, je dois dire, rajoute pas mal à l'interprétation, parce que vraiment, il y a une vraie interprétation du coup de ces livres. La seule chose qui me pose problème dans ces livres, et je dois le dire,
Dans le livre, elle est censée chanter. On sait que l'actrice sait chanter puisqu'elle la chante dans le film. Et là, elle lit les paroles. Ça, j'avoue, ça me fait mal au cœur parce qu'en plus, c'est une chanson qui est tellement magnifique. Et voilà, la chanson de... L'arbre du pendu. Oui, je crois que c'est ça le titre. La chanson de l'arbre du pendu, qui est une chanson magnifique, même si elle est horriblement triste, mais elle est magnifique. Et de l'entendre juste parler, ça, je me dis, mais c'est dommage, c'est trop triste, chante-la s'il te plaît. Voilà, c'est le seul petit bémol. Et d'ailleurs, la toute fin, donc là pour le coup je vais pas spoiler parce qu'on sait jamais, hein, quand je l'avais lu la première fois, j'avais été déçue, mais déçue. Vraiment, c'est les 2 dernières pages, hein, c'est vraiment les 2 dernières pages. J'avais été déçue de ces 2 dernières pages-là, j'avais envie de les arracher tellement ça ne m'avait pas plu. Et en fait, là, à la relecture, bah, pour le coup, peut-être que j'ai un peu mieux saisi le besoin de mettre ces dernières pages. Voilà, donc, eh ben, je peux dire que bon, j'ai fait mes arrangements, on va pas se le cacher, par rapport à la pile qui n'a pas du tout été respectée. Et puis bon, j'ai peut-être pris quelques libertés pour certains. Bah, je dois dire que je suis assez contente, c'est la première fois que je réussis un challenge, donc ça c'est plutôt cool. Donc merci à Livre Romancienne déjà d'avoir proposé ce challenge, c'était la première édition et je reparticiperai avec grand plaisir l'année prochaine. Là je continue du coup le Flower Books Challenge, j'en ai pas lu tant que ça, hein, mais je crois que sur les 8 je dois en avoir lu 3,5. Mais pareil, il y en a beaucoup, voilà, comme ici, où je les ai commencés et je les ai pas finis, quoi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bisous!